à tous et à toutes dans ce nouveau moment d'inspiration pour initier la deuxième journée du sommet des projets innovivants. Comment créer un projet vivant qui tourne rond? Cette deuxième journée est dédiée au pôle humain et ce matin, je suis ravie d'accueillir Marine Simon. Bonjour Marine, Bonjour Oriane, moi aussi je suis ravie d'être là. bienvenue à toi et surtout merci d'avoir accepté notre invitation avec autant d'enthousiasme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te présenter brièvement. Après un parcours professionnel fort riche, tu as été directrice d'agence de communication, journaliste, art thérapeute, formatrice en management et coach. Tu as fondé ta propre société et en plus, tu lui as donné un nom prometteur de belles éclaircies, je trouve. Au-delà des nuages, j'adore. Qui plus tard a évolué vers l'acronyme ADN. Alors, je trouve que c'est vraiment un joli clin d'œil, hein, ça, ce au-delà des nuages qui est devenu ADN. Et à travers tes formations et accompagnements en gouvernance collective, tu invites les personnes à aller au cœur de la matière et ce jusque dans l'ADN pour rappeler aux humains que le vivant est fait de cycles, de collaboration et de relations. En plus, tu es écrivaine et tu en es déjà à ton deuxième livre qui vient d'être publié aux éditions Yves Michel. Et son titre m'a tout de suite touché le cœur. Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Alors, qu'essayes-tu de nous dire avec ce titre Tout tourne rond sur cette terre, alors que, on pourrait dire qu'en ce moment, ça sent plutôt le contraire. Effectivement, on peut avoir l'impression que rien ne tourne rond, mais en fait, rien ne tourne rond dans notre culture humaine, c'est-à-dire dans notre construction culturelle. Nous nous sommes construits une culture qui est en train de s'effriter, de s'effondrer, de nous emmener à un certain désastre. Et quand on analyse cette culture, eh bien, on voit qu'elle est essentiellement analytique, c'est-à-dire qu'elle a tenté de comprendre le tout en séparant les choses et en observant les parties. Elle est cloisonnée et on voit à quel point on vit dans une culture et dans un monde où les biologistes ne parlent pas aux historiens, qui ne parlent pas aux économistes, qui ne parlent pas à d'autres. Hein. Dans nos cursus scolaires, mais aussi dans notre manière de fonctionner, c'est comme ça. On le voit très bien dans cette crise Covid qui nous arrive déjà depuis plus d'un an. Elle est compétitive. Donc, elle est analytique, elle est cloisonnée, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il suffit d'aller tout droit, en fait. On a une logique qui élimine le passé et qui pense que plus on va tout droit et rapidement, et plus on va s'en sortir. Et donc ça, c'est notre culture, c'est notre construction culturelle. Or, quand on regarde la construction culturelle, c'est-à-dire les stratégies retenues par le vivant, qui a réussi son test de durabilité, hein, ça fait 3,8 milliards d'années, en fait, on s'aperçoit que ses choix à lui sont tout autres. Ses choix, c'est d'abord la cyclicité, hein, les cycles de vie, mort-vie, du jour et de la nuit, de cette ovulation, fécondation, gestation, vie, enfin voilà, tout le cycle du carbone, le cycle de l'azote, enfin tout fonctionne en cycle, de manière circulaire et de manière associative aussi. Donc, le vivant est une grande toile d'interrelations qui crée des associations entre tous les règnes. Rien que le fait de la manière de nous permettre de respirer, cet oxygène que nous respirons, ben, c'est une interaction et une association avec les végétaux et avec les algues. C'est par la photosynthèse, ces végétaux et ces algues qui respirent eux-mêmes, qui transforment les rayons du soleil voilà, par une transformation chimique et qui ont permis de créer cet oxygène qui au début était un déchet dangereux, voilà, et qui nous permet de respirer en fait. Et du coup, ben, en plus, effectivement, dans la culture du vivant, cette culture fonctionne et s'autorégule complètement sans chef. C'est complètement voilà, autogouverné, autorégulé, et c'est ainsi que l'ensemble des espèces maintient à chaque moment les conditions de la vie. Voilà. Et nous, on peut avoir l'impression que voilà, ces conditions de la vie, ce monde dans lequel nous vivons,
nous pouvons nous en extraire, nous pouvons inventer une autre manière de faire. Sauf qu'en fait, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est pour ça que nous avons complètement oublié, nous sommes déconnectés de cette circularité, de cette cyclicité, de cette associativité du vivant. Et notre culture nous vaut aujourd'hui tous les maux possibles. Voilà. Donc pour moi, pour moi, c'est le nœud même de nos difficultés. Et peut-être juste pourquoi le vivant, alors c'est mon interprétation nourrie voilà, d'un tas de recherches avec d'autres et de lectures, pourquoi le vivant a-t-il choisi ce mode de fonctionnement-là, cyclicité, associativité? Mais parce qu'en fait, il est fini. La biosphère n'est pas très épaisse, c'est une centaine de kilomètres de profondeur, une dizaine de kilomètres de hauteur. Dans cet espace, c'est le seul endroit où la vie est possible. Cet espace est tenu par des bactéries en haut et en bas. Et que comme il est fini, il est confiné, comme dit Bruno Latour, bah, il n'a pas beaucoup d'autres choix. Hein. On vient de le vivre en fait depuis 1 an. C'est que quand on est confiné chez soi, mais on va évidemment beaucoup plus prendre soin de son chez-soi. Si on peut sortir et s'échapper à l'extérieur et vivre toute la journée à l'extérieur, on va laisser des monceaux de vaisselle, de trucs pas rangés, de linge à laver. On s'en fout, on rentre pour dormir. Mais sauf que quand on est confiné, probablement qu'on a tous vécu dans notre chair, mais qu'on a été obligé de prendre davantage soin, de gérer mieux nos déchets, de gérer mieux nos vies dans une certaine circularité. Et voilà. Et donc, nous non plus, nous n'avons pas le choix. Nous pensons, à cause de notre construction culturelle, que nous avons le choix. Nous n'avons pas le choix. Donc, il est, je pense, il est temps, si nous voulons nous en sortir, je crois, hein, si nous voulons être une espèce qui continue son aventure humaine, que nous remettions dans les pas du vivant, dans ces pas circulaires, ces pas de valse du vivant. Ça me fait penser quelque part que l'homme est assez orgueilleux que de croire qu'il puisse aller contre la circularité. Il y a une forme d'orgueil là, je trouve. D'orgueil et probablement que c'est né de grande peur. Je pense que cette puissance du vivant, de la nature, a dû nous faire peur par le passé. Et que du coup, pour tenter de le maîtriser, on a effectivement développé cette manière, qui est le postulat des sciences, qui est de comprendre le tout par l'observation des parties. On a cru qu'en séparant, on allait mieux régner. En divisant, on allait mieux régner. Oui. Mais sauf que nous faisons partie du vivant. Nous sommes complètement dépendants, en symbiose totale avec l'ensemble des espèces. Nous ne pourrons pas vivre sur cette terre si toutes les autres espèces disparaissent. Nous disparaîtrons avant elles, d'ailleurs. Wow. La Terre, elle a déjà vécu 5 extinctions massives. Elle s'en est toujours sortie. Oui, c'est fascinant, effectivement. Et d'ailleurs, tout cela nous amène à ce concept de permaculture. Tu en parles beaucoup d'ailleurs dans ton livre. Et pourtant, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la permaculture. Moi, j'ai fait une formation en permaculture, d'initiation en permaculture, et j'ai été fascinée de voir que c'était applicable à tous les aspects de la vie. Mais il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que ce n'est qu'une technique d'agriculture biologique. Et j'ai presque envie de te demander pourquoi celle-ci pourrait être utile aux porteurs et aux porteuses de projets innovivants. Alors, la permaculture, en fait, peut-être quelques mots sur l'histoire. Donc, c'est Bill Mollison, qui est un chercheur tasmanien, qui, à l'époque, dans les années 60, s'est rendu compte que son environnement, il vivait en pleine nature, que son environnement se dégradait très vite. Et puis, en cherchant, il s'est rendu compte que c'était évidemment dû à nos modes de production et de consommation. Et il a d'abord été extrêmement en colère par rapport à ça. Et puis, il s'est dit que finalement, la colère ne l'emmènerait nulle part et qu'il valait mieux, ce qu'il appelle, développer une solution positivante. Et donc, il s'est dit aussi que probablement que le mieux, c'était de se tourner vers le vivant et d'aller observer un système vivant non impacté ou peu impacté par l'homme, qui est le système de la forêt, qui se débrouille très bien tout seul. Et il a donc observé ce
ce vivant et puis les principes du vivant globaux. Et il s'est aussi inspiré des peuples racines. On y viendra peut-être plus tard. Et il a souhaité développer une philosophie de vie, une philosophie en action qui nous permettrait de devenir une espèce soutenable, c'est-à-dire une espèce qui assume ses propres besoins sans remettre en question les besoins des générations futures, humaines et non humaines. Voilà, donc ça, on est dans les années 60-70 avec David Holmgren qui le rejoint. Et comme effectivement l'inspiration de la permaculture, c'est le vivant biologique, la nature dans la forêt, eh bien, la permaculture, elle démarre par le potager. Elle démarre par comment les humains peuvent-ils produire leur nourriture, la nourriture de leurs animaux, de manière respectueuse de l'ensemble de l'écosystème. Mais finalement, ils se sont dit, des humains qui se mettent à cultiver de cette manière, c'est-à-dire surtout en prenant soin du sol, en le nourrissant comme en forêt de tout ce que le sol aime digérer grâce à ces petits vers, à tous ces petits animaux qui sont les feuilles, le compost et autres. Ces humains qui se mettent à cultiver comme ça sont aussi des humains qui ont besoin de s'habiller, de se déplacer, voilà. Et donc, ils se sont rendus compte que finalement, ces principes de permaculture, l'éthique et les principes, peuvent vraiment être appliqués à l'ensemble de nos actions sur cette terre. Cette permaculture, elle est extrêmement riche. Elle est composée de 3 éthiques. La première étant prendre soin de la terre, c'est-à-dire la planète Terre, bien sûr, dans toute sa logique écosystémique, circulaire, cyclique et autres. Prendre soin de la terre aussi, la terre, le substrat, de vraiment le nourrir. La deuxième éthique, c'est prendre soin des humains. Et bien sûr, dans tout ce dont ils ont besoin physiologiquement, mais pour eux aussi, c'est prendre soin de leur psyché et de leur conscience. Parce que pour eux, plus on va prendre soin de notre psyché et de notre conscience, et plus on va être en capacité de prendre soin de la Terre. Et la troisième éthique, qui parfois gratte, et on ne la trouve pas toujours comme ça, mais je pense qu'elle est vraiment très juste, c'est fixer des limites à la démographie et à la consommation et redistribuer les surplus. Et c'est vrai que sur cette fixer des limites à la démographie, elle vient nous chercher sur un tas de courants philosophiques humains qu'on n'aime pas beaucoup, mais simplement, eux le disent, et je pense qu'il y en a de plus en plus qui le disent, c'est dans un espace fini, confiné, avec des limites, avec des ressources finies, il y a un moment où ce n'est pas possible. Et quand on regarde dans le vivant, par exemple, on voit très bien que, mais par exemple, les marsupiaux, j'ai appris ça en écrivant mon livre, que les marsupiaux, quand il n'y a pas suffisamment de nourriture à disposition, ils ralentissent le rythme de développement de l'embryon dans la poche. Waouh! Ce qui est vrai aussi, j'ai vu un documentaire magnifique sur des lapins là, qui, je ne sais plus dans quel coin du côté du nord de la Russie, je crois, si je me souviens bien, qui ont en principe, je ne sais plus combien, 10 portées par an, de 16 petits en un coup. Et ça attire les lynx. Ah oui. Du coup, se mettent à manger, voilà. Et quand il y a trop de lynx, eh bien, ils réduisent le nombre de portées sur l'année et plus que 4 petits. Et ça fait fuir les lynx qui n'ont plus assez à manger. C'est tout à fait passionnant ce que tu dis, parce que moi, ce que j'ai lu en faisant aussi plein de recherches pour mes formations, c'est que les peuples racines contrôlent leur fertilité et ne se permettent pas d'avoir des familles avec 10 ou 14 ou 15 enfants, mais vont faire en sorte d'avoir 4 enfants, parce que c'est plus ou moins ce qui permet de rester adaptable à l'environnement. Tout à fait. D'être en relation avec l'environnement de manière juste. Tout à fait. Ça, effectivement, c'est une information que je n'avais pas, mais qui ne m'étonne pas, parce que les peuples racines sont des peuples. Alors, qui sont les peuples racines? Ce sont des peuples qui vivent partout dans le monde. Ils sont plusieurs millions encore aujourd'hui. Ils sont évidemment attaqués de toutes parts par notre philosophie économique et d'avidité, etc. Mais ce sont des peuples qui, où qu'ils soient au monde, ont la même représentation, la même cosmogonie, à savoir qu'ils se vivent non pas comme propriétaires de la terre, mais appartenant à l'ensemble du cycle du vivant. Et donc, ils sont extrêmement sensibles à l'équilibre, et qui est un équilibre instable qu'il faut tout le temps chercher, entre tout,
eux-mêmes, les autres espèces végétales, animales, mais même minérales, le visible et l'invisible, et qui, pour la plupart, ont pour philosophie d'être gardiens de la Terre et de leur environnement jusqu'à la 7e génération. Et ça, c'est extrêmement puissant. Nous qui, de génération en génération, on crée plus de dévastation, hein, eux, ils se projettent jusqu'à la 7e génération. Et en faisant des recherches, j'ai lu que 7e génération, pourquoi ? Parce qu'ils ont intégré cette logique cyclique et circulaire du vivant, qui de toute façon répond en boucle, et qui répond en boucle avec un effet retard. Et donc, ils savent que ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est la 7e génération qui va soit en bénéficier, soit en payer les pots cassés. Et nous, dans notre culture linéaire, là, nous pensons que plus nous allons vite, plus nous éloignons de nos désastres, ils restent derrière nous, plus le temps passe et moins on en entendra parler. Eh bien, en fait, comme on est dans un monde cyclique, bah, de toute façon, on va se prendre des boucles de rétroaction. Et on s'en prend, voilà, pour moi, toutes nos crises sont des boucles de rétroaction. Sauf que dans notre culture, on ne comprend rien ça. On prend ça pour des erreurs de l'histoire. C'est pas ça qui devait se passer, en fait. On aurait dû continuer notre progrès, là, toujours en montant un peu et toujours tout droit. Et du coup, je trouve passionnant, effectivement, cette manière de se vivre en tant qu'humain sur cette terre de ces peuples racines, oui. Moi, j'ai envie de faire le lien avec construire une entreprise, parce que quelque part, on a tous baigné dans cette culture un peu capitaliste, hein, il faut quand même le reconnaître, ou un peu beaucoup, mais bon, moi je me sens un peu moins, mais c'est vrai que malgré tout, c'est là, c'est vraiment, nous baignons là-dedans. Et donc quand quelqu'un lance son entreprise, c'est des objectifs, c'est avancer, avancer, avancer. Et donc, comment intégrer ces principes de prendre soin, de voir le cycle pour que notre projet puisse bénéficier peut-être à la 7e génération. J'envisage un peu les choses comme ça, tu vois. Tout à fait. Donc, dans mon livre, là, Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer, je pose un postulat qui est que dans le vivant, les peuples racines, mais aussi certaines pratiques que j'utilise, intelligence collective, etc., la philosophie qui sous-tend tout ça, c'est prendre soin, prendre soin, prendre soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin. Alors que notre culture, on est à l'inverse, hein, on est dans obtenir des résultats coûte que coûte, au propre et au figuré, et reléguer le prendre soin à tenter de réparer les dégâts. Voilà. Il suffit de voir ce qui nous arrive avec cette crise Covid, à quel point les moyens sanitaires sont compliqués, on n'en a pas pris soin, ils ne sont pas là, et à quel point tous ces métiers du soin sont des métiers peu valorisés, peu rémunérés. Voilà. Et donc, je dirais que quand on met en place un projet, l'idée est de s'inspirer de ça et de se demander comment on prend soin. Et pour ça, les principes de la permaculture, donc les principes opérationnels de la permaculture, peuvent aussi être très, très utiles. Donc, pour moi, le premier et le principe vers lequel on revient toujours, c'est observer, observer, observer et interagir. Et donc, ça veut dire, en permaculture, on dit quand vous acquérez un terrain, la première année, vous n'allez rien faire. Vous allez observer pendant 4 saisons ce qui se passe sur votre terrain, l'ensoleillement, les pluies, le ravinement, la qualité du sol. Est-ce que l'eau pénètre dans le sol? Est-ce qu'elle roule chez le voisin? Qu'est-ce qui pousse naturellement? Qu'est-ce qui ne pousse pas naturellement? Voilà, vous allez observer ça pendant les 4 saisons pour en fait connaître votre terrain. Alors ça, c'est vraiment à l'opposé de l'agriculture conventionnelle, hein, qui prend un terrain, rase tout, retourne tout, quel que soit le terrain en fait, hein, c'est une seule manière d'y aller. Or ici, on va vraiment entrer en relation avec cet écosystème. Je vais créer une relation et je vais danser avec cet écosystème. Je ne vais pas le forcer, je ne vais pas absolument mettre des phytos pour faire pousser des trucs qui en principe ne pousseraient pas là. Je vais faire avec ce terrain. Donc, même chose quand on crée un projet. C'est observer, observer, observer. Et la première chose à observer, c'est observer à l'intérieur.
et d'aller voir son propre sol intérieur. Et qu'est-ce qui pousse dans son propre sol intérieur? Quelles sont les aspirations là qui naissent? Qu'est-ce qui me porte dans le monde? Et j'ai vraiment pu observer justement dans les écosystèmes, dans ma propre vie, mais dans les écosystèmes que je rencontre, que les projets qui sont nés de cette aspiration intérieure, de ce rêve, comme le nomme Sacha Guégan, qui est formateur en permaculture, et que moi j'appelle raison d'être, que les projets qui naissent de ça, d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, en fait, tiennent le coup beaucoup plus longtemps, mais aussi rayonnent de cette aspiration. Il y a quelque chose qui est extrêmement vivant, plutôt qu'un projet qui partirait de là, alors quels sont mes objectifs, mon business plan, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, en fait? Et après, une fois que ça, c'est fait, alors tout le reste se donne. Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment un premier conseil. Je vois aussi que ces projets, du coup, comme ils viennent de la profondeur des personnes qui l'ont mis en place, ils sont agiles. Ils peuvent, et résilients, ils peuvent rebondir après les chocs, il n'y a pas de souci. Ils peuvent se réinventer, ils peuvent s'adapter. Parce que finalement, ce qui était là au départ, il peut prendre cette forme-ci, mais il peut prendre une autre forme parce qu'il y a une circonstance qui arrive dans ma vie, dans la vie du projet, qui fait que je peux me transformer. Voilà. Donc ça, je dirais que ce premier principe, il est vraiment extrêmement important et puis c'est important d'y revenir tout le temps. Et puis, il y a un autre principe qui est de monter des projets à petite échelle et en solution lente. Et ça, ça gratte aussi dans notre culture, hein, puisqu'on est plutôt sur du rapide, prendre des parts de marché, ce qui est un discours très, très guerrier en fait, hein. Alors que le vivant, on voit, hein, on voit d'ailleurs que le vivant est en train de trouver des parades à ce qu'on lui fait subir, mais avec lenteur, hein, il ne réagit pas du jour au lendemain, avec lenteur. Et que une carotte, elle prend le temps qu'il faut pour pousser. Ce n'est pas la peine de tirer dessus, elle ne pousse pas plus vite. Et donc, l'idée ici, c'est solution lente et petite échelle, c'est de faire des petits pas, de regarder ce que chaque petit pas entraîne comme conséquence dans ma vie, dans mon écosystème. Ça marche bien, waouh, deuxième petit pas, de fonctionner par itération. Oui. Je dirais même que dans solution lente, c'est même surtout ne pas brûler d'étapes. Vraiment passer étape par étape. C'est pas pour ça que ça doit prendre des plombes, mais d'être dans le respect du rythme de la gestation d'un projet. Voilà. Ça, pour moi, la gestation d'un projet, je vois beaucoup de groupes ou de personnes qui veulent lancer des projets et puis qui veulent aller chercher un tel, et qui ne respectent pas ce premier temps de gestation avec un petit groupe cœur. Or, le vivant, si on regarde la gestation dans le vivant prévoit toujours un temps de gestation qui ne se réduit pas et toujours une membrane autour de la gestation, que ce soit le ventre, la coquille de l'œuf de poule, la graine qui est dans sa bogue ou dans son fruit. Il y a toujours ça. Et je pense que c'est extrêmement important de s'inspirer de ça, d'oser laisser pousser. Hein, si je regarde l'œuf de poule, la poule, elle ne pond pas un œuf sans coquille. La coquille est là pour permettre à l'embryon de devenir un poussin pour pouvoir après être au monde. Et bien pour moi, dans les projets, c'est la même chose. C'est important de respecter ce temps de gestation pour que le projet puisse se nommer, être nommé et attirer d'autres. Sinon, je vois beaucoup de projets qui partent à volo parce qu'on veut aller trop vite avec le mental sur les objectifs, le truc, le machin. Voilà, ce temps de gestation est extrêmement important. Oui, je trouve ça puissant ce que tu dis et merci de nous le rappeler parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est ça qui a permis à ce que la vie soit sur la Terre. Et moi, en tant qu'horticultrice, permacultrice, ayant un grand potager, eh bien, c'est ce que je vois. Hein. Il y a des graines, c'est elles qui décident quand elles vont naître. C'est assez curieux. J'avais semé des tomates peut-être trop tôt. Pourtant, j'avais suivi le calendrier lunaire et tout ça. Pas moyen d'avoir mes graines de tomates. Et là, maintenant, je viens des semer et poum. Donc, j'ai ressemé et à un moment, c'est le moment.
Et donc, c'est elle qui décide. Et c'est un C'est peu ça, comme nos idées, c'est comme des graines, c'est comme des tout à fait. semences, nos idées. Alors, on peut avoir une idée de projet innovant, et Mmh, puis, euh, et puis ça prend du temps, parce que c'est pas le moment. C'est tout pas à le fait. moment par rapport à nous-mêmes, pas le moment par rapport à la société. Et c'est ce que j'ai aussi observé avec ma propre entreprise, parce que j'ai créé cette académie en ligne pour former des futurs constellateurs. Eh bien, il m'a fallu, je vais te dire, plus de 10 ans pour pour mettre la graine. Et Mmh. puis après, elle est encore une toute petite pousse aujourd'hui. Ce n'est pas encore un Tout à fait. grand arbre. Et ça demande beaucoup de patience, je remarque. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment, on est vraiment baigné dans cette culture. Finalement, il y a rien qui nous choque aujourd'hui. Enfin, moi, Mm. oui, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas choquées par le fait qu'en agriculture conventionnelle, on rase tout, on met cette terre à nu, on sème des graines et on envoie des phytos, de la chimie pour Mm. faire que les plantes poussent éventuellement plus vite avec moins de maladies. Et ces phytos tuent le sol. Mais en fait, tuent les petits vers, les champignons, les bactéries qui sont censés créer du sol. Mais comme dans la culture, dans cette culture, on est que le sol, c'est un substrat inerte et sans intelligence, ben, il n'y a rien à tuer. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mm. Et pour la permaculture, le sol est premier. Le sol est ultra intelligent. Et il ne faut pas avoir fait des études de biologie pour ça, hein. Il suffit d'aller en forêt, de soulever une pierre ou quelques feuilles, et on verra tout ce qui grouille, tout ce petit monde qui transforme Mm. voilà, toutes ces matières mortes en un humus qui est ultra fertile. Mhm. Et du coup, prendre soin de ce sol en permaculture, hein, c'est vraiment ça qu'on va faire. Et on ne va pas s'occuper des plantes. La microbiologie du sol va créer tous les nutriments, Mm. les minéraux, tout ce dont il faut pour que les, les végétaux poussent quand c'est le moment pour eux. Oui. Et C'est- ça, c'est deux cultures à l'opposé. Ah oui, Et oui. comment on fait un chemin? Parce que pour moi, monter un projet et tout de suite faire un business, ça ressemble très fort à la culture conventionnelle, hein. Oui. C'est tirer sur les choses, mettre des intrants extérieurs, Mhm. voilà. Alors qu'ici, ben, la permaculture, elle propose vraiment euh, de s'allier au vivant, d'entrer en relation avec lui et de coopérer avec lui. Et ce vivant, quand même, il a 3,8 milliards d'années d'expérience. Mm. Il s'en sort plutôt bien, je trouve. Sinon, on ne Mais serait pas là. effectivement, et surtout qu'il a pu traverser des extinctions importantes. Et à chaque fois, il y a des nouvelles espèces qui viennent, Tout à d'où elles fait. viennent. C'est extraordinaire parce que finalement, ça vient tout de la Terre. C'est la Oui. Terre qui fait venir des nouvelles espèces, des nouvelles variétés de plantes, peut-être même des nouveaux types Tout de à fait. plantes. Et dans ces associativités, ces symbioses, hein, qui créent chaque fois des choses plus complexes. Oui. Oui, Et donc, absolument. j'essaye de faire le lien à nouveau avec quand on a un projet dans notre cœur, on se dit, ah oui, j'aimerais tant. Est-ce que tu dirais que la toute première terre, c'est notre terre intérieure Oui, et que la deuxième, qui est essentielle, c'est la relation avec notre environnement social, avec notre écosystème humain. Ce sont les liens que nous avons créés qui seraient notre deuxième terre alors. tout à fait. Mais je pense que si chacun cherche un peu dans son vécu quotidien, il va reconnaître que quelqu'un qui lui a parlé de son projet et Hmm. que c'était quelqu'un qui était vraiment habité par son projet, ben, il était beaucoup plus attirant, il avait envie, ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de le rejoindre, que Mhm. quelqu'un qui nous parle d'un projet qui est euh, seulement construit dans la froideur du mental, en fait, et qui peut Mhm. même mettre dans une espèce de confusion. Et donc, du coup, ben oui, c'est voilà, cette première culture de soi, de ce dont on est porteur, qui est la plus importante parce que c'est celle qui va rayonner. Et Mhm. ça va faire rayonner le projet. Et si le projet rayonne, ça va faire venir au projet les personnes qui sont bonnes, que ce Mhm. soit comme partenaire, que ce soit comme client. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, par rapport à ça. C'est impressionnant parce que c'est de nouveau comme la graine qui va décider quand elle naît parce qu'elle ressent qu'elle a tout ce qu'il faut autour d'elle pour y aller. C'est ça. Et donc, tout ce que tu expliques me fait penser à notre écosystème Unatera
qui s'est construit progressivement. Bien sûr, il y a une première personne qui a eu cette intuition, c'est Philippe Ricoul, qui a eu l'intuition de favoriser l'émergence de cet écosystème. Et très, très vite, comme c'était un projet qui n'était pas qu'un projet de tête, mais un projet tête, cœur, corps, on pourrait dire, ça a tout de suite fait briller les yeux et fait chanter les cœurs d'autres personnes qui sont arrivées comme ça, tout naturellement, qui ont rejoint progressivement et assez rapidement dans les premiers mois Philippe Ricoul. Et finalement, nous sommes un écosystème de plus de 100 personnes, avec plein de talents, plein de compétences, plein de rêves aussi. Et nous sommes en train de créer une terre fertile, parce que à la fois elle porte les personnes qui font partie de cet écosystème, créer et co-créer des initiatives comme ce projet qui n'est plus un projet, puisque maintenant nous sommes vraiment dans cette deuxième journée du sommet des projets innovivants, et c'est vraiment la volonté, c'est plus que la volonté, c'est la passion d'une partie des membres, et c'est ça aussi qui est passionnant. Nous travaillons qu'avec les personnes qui ont le temps, la disponibilité. Et dès le début, certains ont commencé, se sont retirés, d'autres sont arrivés, ont amené d'autres compétences qui étaient nécessaires. Et ça a été une aventure extraordinaire de bâtir ce sommet des projets innovivants, et illustre parfaitement ce que tu viens de nous expliquer, de nous partager, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu vraiment des gros efforts. Il y a eu de l'engagement, il y a eu du travail, mais il n'y a pas eu d'efforts. On avait envie de nous retrouver. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis dans son livre sur biomimétisme. Janine Benius, qui est donc une biomiméticienne, raconte cette observation d'une prairie qui est laissée voilà, en jachère. Enfin, on n'intervient pas dessus, et qui dit que la première année, il y a, je sais pas moi, 150 espèces qui viennent naturellement s'implanter. L'année d'après, il n'y en a plus que 90. Il y en a 60 qui sont partis, mais dans les 90, il y en a peut-être 40 nouvelles. Et puis l'année d'après encore, il y a encore un roulement comme ça. Il y en a qui se sont en allés, et puis d'autres qui sont arrivés, pour arriver à un moment, à quelque chose qui, après 4-5 ans, je ne sais plus exactement la longueur, s'autorégule en fait et se stabilise. Et c'est intéressant parce que nous, quand on crée des projets, qu'il y a des personnes au début et que certaines de ces personnes s'en vont, souvent on l'interprète comme un échec. On se dit, on a échoué là, ces personnes s'en vont. En fait, dans le vivant, c'est comme ça. Les personnes qui s'en vont, c'est parce qu'elles vont trouver un meilleur endroit où aller semer, grandir. Et ce n'est pas un échec, ça fait vraiment partie du vivant. Ouais, c'est génial. Et donc, ce que tu expliques avec ce prêt, c'est vraiment fascinant, parce que ça pourrait être un conseil aussi pour nos créateurs et nos explorateurs ici qui participent à ce projet des sommets innovivants, c'est d'accepter qu'il y ait des personnes qui passent dans leur propre projet. Tout à fait. Et de bien le vivre comme finalement une chance. Et ça me fait penser d'ailleurs au processus de gratitude de Joanna Macy, que tu connais si bien, puisque toi-même tu es facilitatrice du travail qui relie, et que moi je suis une grande admiratrice de Joanna Macy également. C'est justement pouvoir laisser partir, accueillir, et être dans cette gratitude, plutôt que dans l'amertume, dans le sentiment d'avoir été abandonné, lâché. Parce que comme ces plantes, elles ont des fonctions, du style, il y a les plantes pionnières, hein, les ronces que l'on déteste tellement, eh bien, elles sont là pour préparer la vie, la venue de la forêt. Eh bien, et pour soigner nos bronches. Ah oui, oui, oui. Oui, absolument. Et je pense que c'est en ça. Et donc, mon métier, c'est facilitatrice en intelligence collective et en gouvernance participative. Et c'est
c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans un collectif comme gouvernance, et pas la gouvernance que l'on connaît comme l'agriculture conventionnelle, un seul modèle pour tous les terroirs, pas un mode de hiérarchie par les pouvoirs, mais une gouvernance que l'on co-construit ensemble sur base de la raison d'être et de la vision, c'est-à-dire comment on veut s'organiser pour réaliser ça. Mais on peut intégrer en fait ce roulement, on peut nommer ça et regarder comment on fait avec des personnes qui peuvent être de passage, comment on ritualise les entrées, comment on ritualise les sorties. Tout ça peut être mis en place dans des systèmes de gouvernance qui s'inspirent vraiment de ce vivant. Eh bien, je sens qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview très inspirante. En tout cas, j'espère que tous nos explorateurs et créateurs ici présents repartent avec plein d'enthousiasme, avec plein d'inspiration. Et surtout, je voudrais que tu puisses dire ce que tu proposes, toi, en tant que Marine Simon, tu as parlé justement que tu facilitais des formations en intelligence collective et collaborative. Est-ce que tu as une école? Qu'est-ce que tu fais plus spécifiquement? Donc, j'accompagne des collectifs, des entreprises, qu'elles soient à leur début ou déjà existantes depuis longtemps. J'accompagne des associations, des collectifs d'habitants dans cette réflexion sur comment peut-on construire notre propre gouvernance avec des outils d'intelligence collective et en s'inspirant du vivant et de la permaculture. Et puis, je forme à tous ces sujets. Donc, j'ai des modules de formation de base en intelligence collective, d'approfondissement en gouvernance participative et en permaculture. Voilà. Et puis, je vais aussi prolonger mon livre dans les mois qui vont venir là par un podcast qui va s'appeler « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer » et dans lequel je voudrais inviter toutes les personnes qui me semblent être en capacité, dans leurs domaines différents, de témoigner de cette cyclicité, cette circularité, cette associativité dans le vivant pour nous nourrir de ça, pour changer notre culture. Et c'est vraiment... je pense qu'une recommandation, enfin ce que je porte, c'est de dire, mais lisons, regardons, informons-nous sur ce fonctionnement du vivant, parce que comme on ne l'a pas appris à l'école, on a du mal à le voir. Et j'ai envie de donner une petite anecdote par rapport à ça. C'est que quand je suis arrivée ici, donc j'habite en Drôme, quand je suis arrivée, mon propriétaire m'a dit « Oh, ça vous intéresse d'avoir un bout de terre à cultiver ?» Oh, oui. Il m'a donné un bout de terre qui était sous un mur de pierre semi-sèche, comme ça, qui, en fait, c'est un HLM à escargot et à limaces. Hein. Et du coup, voilà, il y avait un tas de choses qui avaient poussé. Et évidemment, pour pouvoir cultiver, avec ma grelinette en permaculture, là, j'ai arraché tout ce qui était là pour pouvoir semer. Et puis, j'ai semé. J'ai rien vu pousser. Mais évidemment, moi, j'avais supprimé à tout ce HLM d'escargots et de limaces leur nourriture. Et je viens avec des trucs tout à fait fragiles, délicieux, qui ont des goûts différents. Bah, c'était pas très malin de ma part. Je suis un peu, voilà, je sais pas, leçon, rétroaction. Hein. Alors ça, c'est apprendre des rétroactions. Je fais un truc, j'ai la réponse cyclique. Hein. Et du coup, je m'informe. J'avais pas du tout envie d'aller chercher des graines bleues qui sont bio, mais qui tuent les oiseaux. Donc non, je me dis comment je fais. Et je tombe sur quelqu'un qui est un bonheur, une vidéo là, qui est devenu un des contributeurs de mon livre, qui s'appelle Hervé Covès, et qui raconte dans une vidéo que les escargots, les limaces, font partie de la fonction digestion de la terre. Et que si donc qui digère tout ce qui est fragile, malade, etc., pour en faire de l'humus. Et que si j'ai un problème de trop d'escargots ou de limaces, c'est probablement parce que je n'ai pas assez de diversité dans cette fonction. Je n'ai pas de champignons, je n'ai pas de bactéries, je n'ai pas les autres choses qui digèrent. D'accord. Alors, je suis allée à la forêt à 30 mètres ici de chez moi. J'ai ramené du bois en partie décomposé avec des champignons, etc. Je l'ai mélangé à ma terre. Je n'ai plus jamais eu de problème. En fait, ça s'est régulé. Mais sans cette information, pour moi, je voyais de façon cloisonnée. Les escargots me mangent ce que je sème, donc il faut que j'agisse sur les escargots. Non, non, non. La réponse, elle est systémique. Prends du recul, regarde le tout. C'est la digestion. Donc, il faut que tu la diversifies. Et pour ça, je pense que, comme on n'a pas du tout ce regard, il faut qu'on se nourrisse d'informations.
Voilà, et donc c'est le but à la fois de mon livre, de mon podcast, mais j'invite vraiment tous nos auditeurs, spectateurs là à lire, à regarder sur Arte. Il y a des documentaires là-dessus qui sont magnifiques. Allez chercher tout ce que dit Hervé Covez, Tariq Çekçak, qui est biomiméticien, Gauthier Chapelle, pour comprendre comment fonctionne ce vivant et regarder comment je peux l'appliquer à ma propre vie, à mon propre potager qui est mon projet en fait. Oui. Voilà, voilà ma recommandation. Vous pouvez voir passer en dessous le lien du site de Marine. Comme ça, vous pouvez aller visiter son site et prendre contact avec Marine. En tout cas, je voudrais dire merci infiniment, Marine, d'avoir accepté de participer à ce premier sommet des projets innovivants. Merci beaucoup. Et surtout, une très belle continuation à tous et à toutes. Et on se voit pour les autres rendez-vous de cette journée consacrée à l'humain. À bientôt. À bientôt.